rapport à ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Kapi pour votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs. Quel bilan peut-on faire sur les 66 ans d'indépendance de la RDC? Nous en parlons avec M. Bodom Matungulu. Il est ingénieur civil, président du think tank RDC Stratégie. Il est également expert en prospective stratégique et écrivain. M. Bodom Matungulu, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour madame. Chers auditeurs, vous pouvez participer à cette émission en vous enregistrant au 081 32 34 883 081 32 34 883 ou en nous écrivant à pa@radiocapi.net. À la mise en onde de cette émission, Paul Badianyama. Le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangou. Nancia Tambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussaoupondé. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Kapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Kapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bonjour à Alain Goy qui nous rejoint à la mise en onde de cette émission. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo va célébrer le 66e anniversaire de son indépendance, proclamée le 30 juin 1960. 66 ans plus tard, quel regard porter sur le chemin parcouru? Quels sont les progrès réalisés dans les domaines politiques, économiques et sociaux? Quelles leçons tirées des réussites et des difficultés rencontrées depuis l'indépendance? Et surtout, quelle RDC voulons-nous construire pour les générations futures? C'est le thème de notre débat citoyen aujourd'hui. Et pour en parler, comme je l'ai annoncé, nous recevons M. Bodom Matungulu, ingénieur civil de formation, expert en infrastructure, en politique publique et en prospective stratégique. Il est président du think tank RDC Stratégie, premier incubateur dédié aux politiques publiques et à la prospective en RDC. Il est également auteur de 2 ouvrages. Comprennent-ils le temps? La RDC à l'heure des récompositions géopolitiques mondiales, le temps comme arme, la jeunesse comme horizon, construire la RDC du futur, cap sur 2060. Monsieur Bodom Matungulu, à 66 ans d'indépendance, la RDC est-elle en retard sur son destin ou simplement en construction? Merci beaucoup madame d'abord pour cette opportunité de nous retrouver dans votre plateau et face à nos auditeurs. Je dirais que 66 ans après notre indépendance, nous devons plutôt ici avoir un regard plus lucide sur ce qui s'est passé et surtout comprendre que nous sommes face à une responsabilité historique. Vous savez, lorsque la RDC accède à l'indépendance en 1960, c'est un grand pays que les Belges nous lèguent. C'est un pays qui est économiquement stable à l'époque, parce que vous imaginez qu'à l'époque, nous avions un PIB en 1960, la RDC avait un PIB plus celui des Singapour aujourd'hui, plus élevé que la Corée du Sud. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, la Corée du Sud a multiplié son PIB à près de 70. Ça a été multiplié par 70. Et la RDC, face à tout ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes passés d'un pays de 15 millions d'habitants à un pays de 110 millions d'habitants. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que nous avons aujourd'hui pu construire une RDC qui doit répondre aux besoins de ces 110 millions d'habitants? Parce qu'il y a des points qui ont quand même évolué, parce que lorsqu'on accède à l'indépendance,
on a à peu près une espérance de vie de 39 ans. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 66 ans d'espérance de vie. C'est une progression. C'est positif. Ouais, c'est positif. Lorsqu'on accède à l'indépendance, on n'a que 20% de Congolais qui sont alphabétisés. Aujourd'hui, on en a à peu près 75%. C'est positif. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui parce que lorsqu'on prend dans le domaine tel qu'aujourd'hui des infrastructures, depuis l'indépendance, on n'a même plus construit 1 mètre de chemin de fer. Plutôt, le chemin de fer qui était en fait la colonne vertébrale de l'économie congolaise, aujourd'hui, c'est un chemin de fer qui n'existe presque plus. Il y a quelques tronçons qui sont praticables. On pouvait quitter d'une province à autre à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu certes de progrès, mais quelques avancées. Mais ces avancées, comme je l'ai dit, ne sont pas à la hauteur de ces grands pays continents que nous avons aujourd'hui. Parce que hier, on était à 15 millions. Aujourd'hui, on est à 110 millions. C'est-à-dire que les besoins ont été multipliés à peu près par 70. Et ça, il faut en tenir compte. On est un pays, lorsqu'on accède à l'indépendance, c'est un pays qui est dans l'économie en termes surtout du secteur minier. C'est vraiment encore extractive et toujours voué à l'exportation. Est-ce que ça change aujourd'hui? Non. On n'a pas pu, nous, avoir en fait une industrie qui fonctionne, une industrie qui transforme localement. Et ça, c'est des défis qui restent pour nous. Et c'est ainsi que je me dis, aujourd'hui, ces bilans, on est encore à la croisée de chemin pour réaliser le rêve en fait de nos pères de l'indépendance. Il y a encore un long chemin à faire et beaucoup de choses qu'on doit aujourd'hui réaliser qui doivent répondre à la dimension de la RDC aujourd'hui. Parce que ce n'est plus le même pays. Et dans votre ouvrage, vous posez une question provocatrice. Vous dites, comprennent-ils le temps? Qui sont ces îles? Et pourquoi le temps est-il devenu une arme dans le développement des nations? On va rentrer vraiment dans vos publications avant de rejoindre nos auditeurs qui attendent déjà en ligne. Oui, vous savez, madame, il arrive une époque où une nation n'a plus le droit de naviguer à vue. Où comprendre son époque devient une question de survie, de souveraineté et surtout de destin. Et ça, c'est très important. La RDC, aujourd'hui, se trouve dans un environnement qui, géopolitiquement, est en train de se redessiner. Et lorsque vous regardez, et ça j'en parle dans mon ouvrage, depuis 1960, aujourd'hui la RDC fait face, lorsqu'on regarde son histoire, nous avons pu faire face à des rendez-vous manqués, où nous n'avons pas pu saisir l'opportunité historique d'entrer dans l'histoire. Et à quel moment on a manqué justement ces grands rendez-vous? Avec tout ce qu'on a connu, déjà, on accède à l'indépendance. Très tôt, le pays se déchire. Après, c'est des décennies de dictature où on n'a pas pu avancer. Les guerres qui ont éclaté tout autour de notre pays, on parle même de la Première Guerre mondiale africaine qui s'est passée en RDC. Et aujourd'hui, nous continuons à avoir un pays encore déchiré par la guerre et qui freine notre développement. Et lorsque vous regardez, le plus grand problème, c'est qu'on a fait face à des politiciens qui ne voyaient que leurs propres intérêts. Déjà même par notre hymne national, et j'étais très flatté, j'ai essayé d'analyser même les discours, les 3 discours que nous avons eus lorsque la RDC accède à l'indépendance, mais ils insistent tous sur une chose, l'unité. Vous savez, les grandes nations, je parlais de Singapour, de la Corée du Sud aujourd'hui, parce que ce sont des exemples aujourd'hui en termes de planification. Ils ont avancé parce que ces gens ont fondé leur développement sur la planification. Et pas seulement sur la planification, mais ils ont pu avoir une vision collective
et partagée. J'insiste sur cela. Une vision collective et partagée. C'est ce qui a fait la force. Mais lorsque nous n'avons pas encore une vision collective partagée, lorsque nous ne nous mettons pas ensemble pour arriver à nous décider que nous devons aller de l'avant, transformer cette nation, madame, nous n'aurons jamais à réaliser ce qui est en train de nous attendre aujourd'hui face à ce qui se passe dans le monde, parce que tout le monde regarde la RDC. Et même, pour finir, et même dans le discours du roi lors de l'accession à l'indépendance, il dit que les regards du monde entier maintenant tournés sur vous. Parce que la RDC aujourd'hui, Franck Fanon l'a dit, que nous sommes la gâchette du développement de l'Afrique. Les gens nous regardent d'une autre manière, et nous, pour arriver à réaliser ces développements, nous devons composer aujourd'hui avec le temps. Voilà. Comprendre que nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que les 34 ans... On y reviendra, ouais. Monsieur Bodom. Mais prenons d'abord les auditeurs, ces nombreux auditeurs qui attendent en ligne. Nous commençons par le professeur Roland Veil, qui nous appelle depuis Bandounouville. Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez la parole, professeur. Je suis heureux d'être votre invité cet avant-midi pour discuter de cette question importante et cruciale qui a trait au bilan de nos indépendances africaines en général et particulièrement au Congo, en RDC. Alors, moi, je suis très intéressé parce que je fais des recherches là-dessus, sur la question de l'État, et je soutiens une thèse, et la thèse, c'est que il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance militaire. Autrement dit, il n'y a pas d'indépendance, souveraineté sans autodéfense militaire. Et cette question est cruciale parce que 66 ans après, quel est le bilan qu'on peut faire de notre indépendance? C'est une question très importante. Madame Bou, il est important de savoir que nous avons plusieurs types d'indépendance. Il y a l'indépendance culturelle, l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance militaire, et que sais-je encore. Alors, de tous ces aspects, quel est l'aspect primordial et duquel dépend les autres? C'est ça la grande question. Et moi, dans l'histoire de notre pays, la RDC, vous allez constater que vers les années 50, 56, avec le manifeste de la conscience africaine, les Africains en général ont pris la conscience qu'il fallait être indépendants. Ils ont exigé par des écrits, par des concertations au niveau international. Et on a pris conscience que nous n'étions pas indépendants. Voilà, en 1960, on va avoir, pour le cas de la RDC, l'indépendance nationale. Ce qui veut dire l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Ça, c'est sur le plan des textes. Mais regardez la première réaction d'un général de la force publique, général Janssen, en 1960, juste après l'indépendance, il dit avant l'indépendance égale après l'indépendance en ce qui concerne l'armée. Ça, c'est une déclaration forte. C'est-à-dire, en d'autres termes, il dit votre indépendance politique, là, vous concerne, vous les policiers. Mais l'armée, c'est nous. C'est un Belge qui parle. Et vous pensez que cette situation n'a pas évolué, professeur Roland? La situation n'a pas évolué. Cette situation n'a pas évolué. Donc, on nous a soumis à cette politique-là. Et d'autre part, les stratèges occidentaux aussi avaient dit, il y a une théorie là-dessus pour dire qu'il faut leur accorder l'indépendance politique qui devient inutilement coûteuse pour leur soumettre à l'indépendance économique qui va justement bloquer l'indépendance politique. Et ça, Mobutu va le comprendre plus tard avec les essais des organisations malheureusement ratés. Donc, on nous a soumis cette indépendance politique était tout simplement textuelle. La vraie indépendance politique devait suivre avec l'indépendance, l'autodéfense militaire, l'indépendance économique que nous n'avons pas eu jusqu'à ce jour.
Aujourd'hui, quelle est la politique de l'impérialisme? Parce qu'on parle de l'impérialisme. La politique de l'impérialisme, c'est qu'il faudrait le soumettre à cette dépendance militaire. Un État qui ne peut pas se défendre n'est pas un État. Et moi, dans ma thèse de doctorat, je soutiens la thèse selon laquelle l'État, c'est l'armée. Donc, sans l'armée, il n'y a pas d'État. L'armée fait et défait l'État. Et donc, si nous ne prenons pas conscience de pouvoir renforcer l'autodéfense militaire à tous les niveaux, les efforts économiques vont s'avérer vains, les efforts politiques, les efforts culturels, ça sera inutile. Donc, à l'heure actuelle, la vraie question qui fait la force de notre indépendance nationale, c'est l'autodéfense militaire. Et là, je suis d'accord que tous les accords stratégiques l'ambition de pouvoir renforcer l'autodéfense militaire, ça c'est la bienvenue pour sauver l'indépendance politique qui, à mon avis, n'en est plus rien. Merci, voilà. Professeur Roland Ovel, de nous avoir partagé votre avis. Nous allons rejoindre à présent Jules Makoumou qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Bonjour madame, je vais un peu rectifier, je suis Jules Maguené, pas Jules Makoumou. Pardon, hein, merci, on corrige. Prenez la parole, monsieur Jules Maguené. Voilà, merci beaucoup madame. Je pense que l'essentiel a été dit parce que nous vivons tous dans le même pays. L'ingénieur qui est avec vous là-bas au studio a essayé en tout cas de donner la quintessence sur le bilan de notre indépendance. Bon, moi, je suis en train de penser que la RDC, de 1960 jusqu'à maintenant, la RDC a cumulé des lourds bilans négatifs de notre indépendance. Est-ce que vous pouvez les énumérer? Oui. L'instabilité politique qui est chronique. Il y a également crise sociale persistante. Il y a l'insécurité récurrente, surtout à l'est de la République, et vous-même, vous le savez. Infrastructure délabrée, système éducatif également qui est fragile avec le système LMD, gouvernance minée par la corruption depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Et donc, toutes ces faiblesses-là structurelles, moi je pense que c'est nous-mêmes qui allons travailler pour que cela cesse. Alors, j'ai un peu pigé à ce que les professeurs qui en thèse qui venaient donc d'intervenir. Le professeur Roland. Bien sûr, et ce que l'invité a pu épingler. Mais moi, je suis un peu en contradiction avec les professeurs qui est chercheur, bien entendu, je ne sais pas moi, en sciences de l'État. Moi, je pense que en termes de hiérarchisation, on pouvait d'abord mettre l'économie. Parce que si l'on parle bien entendu, de l'indépendance militaire, c'est bien. Mais est-ce que ces militaires seront payés comment? Parce que c'est cette motivation-là économique qui doit faire à ce que nos militaires puissent être stables. Parce que le problème aujourd'hui, c'est la corruption dans notre pays. L'invité vous a parlé du problème d'une économie qui est extravertie. Donc, une économie où nous dépendons de tout. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord introvertir notre économie afin que nous ayons cette indépendance. Nous ayons cette indépendance économique et dès lors que nous aurons l'indépendance économique, là maintenant, nous pouvons penser à d'autres secteurs. L'invité a parlé également de la vision. Quelle est la vision que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Madame, il faut savoir que nous avons un problème. Si, bien entendu, je vais le dire que c'est une poisse, parce que ceux qui gouvernent actuellement n'ont pas même une vision. Donc, nos autorités n'ont pas une vision claire que la population doit suivre. Alors, lorsqu'un régime, un parti politique vient au pouvoir sans une vision, je pense que la population que nous sommes, nous allons nous disperser. Donc, le problème que nous avons actuellement, c'est les problèmes de nos autorités, parce que c'est la politique qui doit, bien entendu, donner la fibre que
tous les Congolais doivent suivre. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Aujourd'hui, même sur le plan social, si je jette un peu une œillade sur cette question, nous avons un problème. Aujourd'hui, même l'Église, qui était en tout cas, qu'on disait que l'Église est au milieu du village, mais bien entendu, même au niveau de l'Église, nous avons des pasteurs qui sont devenus fais-moi passer le terme, des clochards en termes de mensonges. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui influencent les politiciens, ce sont les politiciens qui influencent les pasteurs. Donc, nous sommes dans une jungle. Et moi, je pense qu'actuellement, sur le temps que la nouvelle génération, parce que moi, je pense que c'est les jeunes actuellement qui doivent prendre la décision courageuse de mettre de côté cette classe politique qui ne répond plus, et bien entendu, de projeter un nouveau Congo. Parce que si nous faisons une petite étude comparative, les États qui ont accédé à l'indépendance depuis 1970 jusqu'à maintenant, nous avons peut-être les Botswana, le Cap-Vert, il y a l'Afrique du Sud, l'ingénieur vous a parlé du Singapour. Donc, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et tout cela parce que la ville de Kinshasa ici, parmi toutes les villes que j'ai déjà, où je suis passé, en tout cas, c'est la seule ville au monde où il n'y a ni propriété. Donc, c'est une ville, moi je ne sais pas si c'est une ville ou c'est quoi. Nous avons un problème très sérieux et nous devons changer. Donc, c'est qui un peu là. Merci beaucoup, M. Jules Maguené. Vous soutenez que la véritable indépendance est économique et vous parlez de manque de vision de nos politiques. Merci pour votre intervention dans cette émission. Nous allons rejoindre Georges Kilangalanga qui nous appelle depuis Bunia. Bonjour. Georges Kilangalanga n'est pas encore en ligne. On prend Franck de Vienne. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, les amis qui se sont déjà exprimés, l'invité et les profs veulent notre compatriote Jules Maguené. Allez-y, Franck de Vienne. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je fais déjà mienne les pertinentes objections évoquées par les trois. Personnellement, je trouve que le bilan est jusqu'ici mitigé. Et parler d'un bilan mitigé, c'est aussi arriver à reconnaître une bonne partie de notre responsabilité. Madame Jocelyne, par rapport à tout ce qui se fait dans notre pays, on a toujours cherché à s'éprouver des boucs émissaires. Mais depuis que j'interviens sur vos zones, je ne cesse de rappeler la part de la responsabilité de l'homme congolais. Donc, l'invité a bien parlé de la vision collective. C'est vrai, il faut avoir une certaine vision collective. Moi, les profs venaient de rappeler le sens, la raison d'être de la force militaire. C'est vrai tout ce que les doigts est en train de dire. Donc, on ne peut pas parler d'un État sans armée. On ne peut pas, donc, pour parler d'un État, il y a toute une synergie de pouvoirs qui puissent exister et qui doivent collaborer de manière aussi harmonique parce que dans l'État, il y a les pouvoirs judiciaires, il y a les pouvoirs économiques, il y a les pouvoirs culturels, donc il y a cet ensemble de pouvoirs qui doivent s'harmoniser pour donner des résultats. Mais nous avons maintenant quelle qualité d'homme pour matérialiser toutes ces visions. C'est là où moi, personnellement, j'ai autant de problèmes quand on parle parfois de l'avenir de notre pays. Nous nous exprimons en français, on fait des éloges par rapport à ce que nous sommes, on brandit nos arguments, nos titres, mais au demeurant, dans la plupart des cas, on se rend compte que les gens se battent seulement pour leur ventre. Je crois qu'en dehors de tous ces arguments avancés, il y a aussi l'indépendance mentale. Parce que dès que la mentalité est d'abord clochardisée, dès que nos hommes politiques cherchent d'abord à se faire affirmer par les autres pour nous gouverner, on ne saura pas aller de l'avant. Le pouvoir militaire est très important. Je donne raison aux doyens. Mais ce pouvoir militaire est aussi dans le mental des citoyens congolais. Mais dès lors que nous avons une mentalité malade, c'est là où tout ne peut pas marcher.
Donc, on peut aller chercher des boucs émissaires ici et là, mais dès lors qu'on va continuer à mettre en place cette politique de haute toit de là que je m'y mette, c'est là où tout est mal compris. Mais donc, comment résoudre comment changer les choses, Franck de Vienne, sur le plan mentalité, justement? Comment procéder? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut toucher à l'éducation? Et qu'est-ce qu'il faut toucher pour changer les choses? Oui, Madame Jocelyne, dans la plupart des cas, quand je reviens sur le concept d'éducation, il y en a qui pensent que c'est du spéculatif. Mais l'éducation, c'est le poumon de la formation de tout dans un État. Quand, par exemple, les citoyens n'ont pas de notion de patriotisme, quand, par exemple, les citoyens n'ont pas de notion de civisme, quand, par exemple, les citoyens n'ont aucun sens de l'État, aucun sens de la dignité des autres, qu'est-ce qui marcherait? Par exemple, quand on voit comment ça se passe là, vous êtes député, vous votez un budget, et vous savez que dans ce budget, il y a des agents qui ne seront pas payés pendant 6 mois. Vous les laissez passer. Vous les laissez passer pour faire fonctionner un État ou c'est seulement pour vous? Vous êtes au niveau de la justice. Vous savez que par rapport à cette plainte, tel a raison, tel a tort. Mais vous donnez raison à celui qui a tort parce qu'il appartient à une certaine caste. Quel est le service que vous rendez à votre pays? Vous êtes intellectuel, grand professeur de droit. Le matin, vous dites une chose, l'après-midi, vous changez. Vous rendez quel service à votre pays? Vous êtes économiste, vous travaillez à la banque. Vous savez qu'avec les taux de banque, il faut faire ceci. Donc, on est dans la mafia, on est dans des courses, des interférences politiciennes. Mais pourquoi on ne peut pas d'abord revenir sur nous-mêmes? D'abord, moi, j'ai toujours dit, le plus grand problème des Congolais, c'est un problème anthropologique, c'est un problème d'homme, un problème lié notre mauvaise mentalité, et c'est de là que nous devons repartir. Que les profs veulent les passes à l'armée, je lui donne raison, mais je crois que cette armée ne serait jamais efficace avec la même mentalité. Parce qu'en Corée du Sud, là où il a été, il y a toute une mentalité qu'on a mise en place. Partout où l'armée fait des exploits, c'est par rapport à la mentalité. La mentalité, c'est la discipline. Cela émane d'une certaine éducation citoyenne. Mais dès lors que chez nous, nous n'enseignons pas toutes ces valeurs, ou nous enseignons toutes ces valeurs seulement pour une catégorie de citoyens, pas pour les autres. Mais qui va le mettre en place? Nous avons par exemple un parlement, et je m'excuse pour évoquer le mot parlement, mais quand par exemple on fait passer des lois qui peuvent encore compromettre l'avenir de la République, on condamne qui? Alors que ces députés se disent les représentants du peuple. Donc on se cache derrière les titres pour mettre le pays dans un chaos. Et comme nous avons aussi un peuple qui parfois, je m'excuse, n'a pas le vrai sens de son histoire, c'est comme ça que le même peuple est en train d'applaudir ceux qui sont en train de le mettre encore dans des situations assez difficiles. Et moi, je ne cesserai de le rappeler, la plus grande indépendance dont nous avons besoin, c'est d'abord au niveau de notre mentalité. Merci, donc nous devons nous défaire de beaucoup de cycles de complexes pour aimer notre pays, travailler pour la promotion de notre pays, pour les élans du développement de notre pays. C'est seulement sur base de cet aspect que tout partirait. Sinon, on évoquerait économie, on évoquerait droit, politique, armée, mais avec la même mentalité, on referait du surplace. Merci Franck de Vienne. Rejoignons à présent Évariste Kabemba à Mbujimaï. Bonjour. Oui, bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous mes prédécesseurs qui se sont déjà exprimés. Merci beaucoup, c'est un débat si important. Nous échangeons en tant que les Congolais, tous avec un seul objectif de pouvoir quand même atteindre un certain niveau de la vie ou de certaines nations que nous sommes en train d'envier jour après jour. Merci beaucoup. L'indépendance de la République démocratique du Congo marque la naissance d'un État souverain. Vous m'entendez, madame? On vous suit 5 sur 5. Oui, très bien, merci. C'est que les compatriotes spéculent, c'est que les compatriotes disent. Nous sommes toujours dans un même ordre d'idées, je ne suis pas là pour contredire. Mais ici, en Mbujimaï, nous avons une langue appelée Tshilouba. En Tshilouba, on a toujours dit c'est-à-dire, si l'enfant est né aujourd'hui, il ne peut pas chier les cacalous. Hein, vous voyez, nous avons eu l'indépendance en 1960. Aujourd'hui, 66 ans. Nous sommes en train toujours de boster, nous sommes en train toujours de passer certaines étapes
j'ose croire, dans la mesure du possible, ça va toujours se métamorphoser dans des jours à venir. Même après 10 générations, Dieu va toujours agir et ça va toujours changer. Concernant ce que Prof. Roland avait dit pour que l'État, c'est l'armée, bien sûr, mais nous connaissons tous que l'État, c'est une source de l'armée. Tout au Congo, je peux dire, c'est la politique qui domine. L'armée n'a aucune force devant les hommes politiques. Les hommes politiques sont là pour manipuler, mes excuses pour les termes, pour manipuler les militaires. Les militaires et aussi enfamés doivent suivre ce qu'on leur dit par les autorités politiques. J'en arrive. Concernant ce qui se passe actuellement au pays, 66 ans d'indépendance, moi j'ai vécu avec le papa de 1927, les papas de 1930, les grands-parents là, de 1925. Tous ces parents-là me disaient toujours, vous voyez, quand on était avant l'indépendance, on était bien, notre pays, on nous pleurnichait de rien, il n'y avait pas la famine comme aujourd'hui. Donc, parce que présentement là, j'ai un papa de 1927 qui continue toujours à vivre. À des fois, nous partons les rendre visite et il nous donne certaines orientations. Bon, bref, incubateur. Et il nous dit toujours, mais quand il nous parle d'avant 1960 et ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons une très, très, très grande différence. Et un jour, je lui avais posé la question de savoir, papa, quand vous dites qu'avant 1960, vous étiez bien, vous êtes là en train de vivre jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche à ce que vous puissiez donner certaines initiatives pour que le Congo décolle ou pour que le Congo avance, pour que vous puissiez vivre ce que vous étiez en train de vivre à l'époque de avant 1960. Et papa me dit, vous voyez, avec nos régimes actuels, avec les systèmes, l'esprit tribal qui entraîne la nation, c'est ce qui fait à ce que la nation n'avance pas. Vous voyez ce que ça fait. J'ai rejoint mon ami Franck Dedienne qui vient de dire que les problèmes aussi de mentalité, c'est un problème impérieux que nous tous, nous puissions mettre ça en pratique pour arriver quand même à un aboutissement escompté. Merci beaucoup, madame, de la parole accordée. Merci. Et j'ai l'impression que ça va toujours changer l'un des 4 matins. Merci. L'un des 4 matins, c'est un message fort que je dois à la nation. Merci. Ça va changer l'un des 4 matins. Merci Évariste Kabemba. Vous êtes optimiste quant à l'avenir de la RDC. Rejoignons à présent Georges Kilangalanga qui nous appelle de Bunia. Bonjour Georges Kilangalanga. Bonjour, madame la journaliste. Vous avez la parole, Georges Kilangalanga. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est avec plaisir vraiment que j'interviens dans cette émission. D'abord, pour dire que avant la colonisation, d'abord, moi, je félicite toujours les Belges. Ils sont venus au Congo sans des millions, sans une organisation établie, mais dans peu de temps, dans 52 ans, avec seulement un gouverneur qui représentait le roi et quelques administrateurs au niveau local, ils ont pu imprimer un modèle de développement spectaculaire. Depuis 1908 jusqu'en 1949, il n'y avait même pas de plan de développement. Mais dans 10 ans, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les programmes décennales. Dans 10 ans, ils ont transformé le Congo. Ils n'ont pas trouvé des millions dans des caisses. Et ils nous ont laissé, dans leur plan, ils ont prévu, par exemple, les domaines des transports, ce que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle SNCC, ONATRA et ainsi de suite. Dans le domaine de l'agriculture, il y avait des entreprises, il y avait des industries, des montages de véhicules au Congo. Il y avait dans les domaines miniers comme l'Union minière d'Io-Katanga, qui, bien que c'était dans un holding et qui était détenu par le Belge eux-mêmes, mais on sentait quand même qu'il y avait les développements. On sentait que le Congo respirait. Ils nous ont légué des routes, bien que toutes n'étaient pas goudronnées, mais quand même des routes.
Mais 66 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait du pays? Toutes les entreprises SNCC, ONATRA, toutes ces entreprises n'existent que des noms. Et les entreprises que nous-mêmes, nous avons pu créer. Aujourd'hui, l'entreprise comme la RVA, incapable même de réparer un climatiseur dans un aéroport, alors que les taxes sont payées chaque jour. Le bilan est négatif, selon vous, Georges Kilanga? Totalement négatif, madame. Mais comment redresser les choses? Qu'est-ce qu'il faut en priorité faire pour changer la situation? D'abord, je voulais terminer par dire ceci. 66 ans après, on a créé un État monstre, un État prédatocratique et les autres appellent même prébendier. Donc, on a mis les intérêts privés au-dessus de l'intérêt général. Un État monstre qui n'existe que de nom. L'État s'exerce seulement à Kinshasa et en province, dans des territoires, dans des villages. C'est du vide juridique. Il n'y a rien du tout. Alors, pour remettre ça en cause, c'est à nous de prendre conscience. Nos pères de l'indépendance sont lités parce que selon eux, dans leur tête, il fallait qu'un Congolais dirige les Congolais et le Congolais aura peut-être l'amour pour ses compatriotes parce que le système colonial était un système qui était discriminatoire. Alors, il fallait quand même que les Congolais se dirigent eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les Congolais se dirigent eux-mêmes. Pour quelle finalité? Nous n'avons pas pris conscience. On s'est servi de l'État. Au lieu de construire cet État, au besoin, à l'intérêt de tout le monde, on a plutôt construit l'État pour s'enrichir. Donc, c'est la prise de conscience, comme je fais mienne, l'intervention de Marc, de Franck de Vienne. On doit revenir sur nous-mêmes, on doit prendre conscience, travailler sur nous-mêmes en tant qu'hommes, notre anthropologie, pour permettre quand même à notre pays d'évoluer. On ne va pas continuer comme ça. Quand tout le monde voit rouge, il y a ceux qui voient noir. Et les gens s'en félicitent. Et ça devient inhumain. On a perdu notre humanité et ça, c'est très regrettable. Merci, merci Georges Kilangalanga pour votre intervention. On va permettre à l'invité de répondre à cette première série de questions, tout en signalant que après la réaction de notre invité, nous aurons Victor qui attend aussi pour intervenir dans cette émission. Victor Kinzuzi, qui nous appelle de Mpanzangungu. Il y a également Joël Mbombo à Kananga, Maître Patrick Odia, Pati Maïmba de Bandundu et bienvenue Kikala de Kikwit. On va vous rejoindre tout à l'heure, chers auditeurs, mais permettons d'abord à notre invité de réagir aux propos de prof Roland Vell, Jules Maguené, Franck de Vienne, Évariste Kabemba et Georges Kilangalanga qui vient de clôturer cette première série des questions. Alors, messieurs Bodom Matungulu, comment réagissez-vous à ces points de vue de nos auditeurs? En tout cas, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble en fait des intervenants parce que c'était des interventions très pertinentes. Je reviens pour dire déjà que nous avons gagné l'indépendance politique en 1960, mais le plus grand chantier des prochaines décennies, c'est de conquérir notre indépendance économique, industrielle et énergiétique. Et il y a le prof Roland soutient que l'indépendance est militaire. Vous savez, je suis d'accord avec eux. Et Franck de Vienne parle de mentalité. Oui, je suis d'accord avec eux. Je pense que lorsque je parle, je le mets un peu en ordre. Pourquoi? Parce que dans l'ouvrage que j'ai publié où je parle de construire la RDC du futur, cap sur 2060, je reviens sur toutes ces formes d'indépendance que j'appelle plutôt des formes de souveraineté. La souveraineté militaire, elle est importante. Mais l'armée, il faut l'entretenir. Il faut avoir des moyens pour cette armée. Vous connaissez les budgets que mettent les États-Unis pour construire leur armée? C'est des milliards de dollars.
vous n'allez pas aller vous occuper de l'armée alors que vous n'êtes pas à même de pouvoir déjà construire même les routes, parce que les chars que vous aurez vont rouler sur quel type de route. Même les infrastructures que vous mettez en place, j'en parlais il y a quelques jours dans une conférence, aujourd'hui ce sont des instruments des souverainetés, les infrastructures. C'est pour dire ici, il faut bâtir d'abord cette indépendance économique qui vient de l'indépendance énergétique, de l'indépendance industrielle, qui vous permet de pouvoir avoir en fait cette capacité économique maintenant d'investir dans votre armée. Et moi, je soutiens la thèse telle que aujourd'hui, la RDC doit se doter d'une armée à la dimension de ses ambitions, en termes de puissance africaine. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui comme ressources stratégiques qui devient en fait un chantier de bataille pour les grandes puissances, il nous faut être à même de pouvoir défendre ces richesses. Je suis d'accord avec le prof Roland, mais je ne place pas d'abord cette capacité, cette indépendance militaire en premier lieu, pour une simple raison qu'on a besoin d'abord d'avoir cette indépendance économique pour mieux soutenir notre indépendance militaire. C'est ça en fait. Et lorsqu'on va alimenter maintenant notre capacité à pouvoir défendre notre pays, ça nous permet en fait d'avoir un certain statut qui nous amènera à faire face. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Iran. Vous voyez l'Iran. L'Iran, avec son armée, a pu imposer en fait une manière de faire aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est très important. Mais il y a aussi, je crois que c'est Franck qui est revenu sur l'indépendance mentale. C'est très important. Ça va avec ce que je développe lorsque je parle de la vision collective et partagée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne voyez pas. La vision que le Congolais a de lui il ne va pas disons, créer un Congo au-delà de cette vision. Donc, il faut planifier les choses. Il faut planifier, certes, mais commencer par se mettre d'accord sur quelle trajectoire on veut prendre. Sur ce qu'on veut devenir. Et la planification ne sera autre que la traduction de ce qu'on est en train d'envisager comme aujourd'hui vision. Et pour cela, on a besoin des personnes éduquées, des personnes mentalement libres, hein, comme dit Franck de Vienne. Oui, parce que, en fait, j'aimerais insister sur un fait. Lorsque je parle de cette vision, d'abord, parce que tout va de là, on doit avoir une même vision. Parce que quand ça s'est traduit dans ce que, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est d'avoir un plan de la RDC prospère à l'horizon 2060. Je ne parle pas de l'émergence. Parce que l'émergence, aujourd'hui, la plupart des pays africains ont développé nous-mêmes. Nous avons des plans stratégiques liés à l'émergence. L'émergence, c'est juste des chiffres. Parce qu'on parle aujourd'hui d'une croissance à des chiffres, mais comment cela s'est traduit réellement dans la vie dans le quotidien du Congolais. Parce qu'on peut avoir une émergence, mais qui cohabite avec une pauvreté, qui cohabite avec des inégalités sociales. C'est pourquoi moi je parle de la prospérité. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit avoir un plan. Et ça, la Corée du Sud, Singapour l'a fait. Ces plans, quand ils se sont mis d'accord sur une vision collective et partagée, ils ont traduit cela dans un plan de développement qui a été adopté au Parlement et qui fait force de loi. C'est-à-dire tout régime, tout gouvernement, quand ils arrivent, ils s'inscrivent dans ces plans. De telle manière que lorsque aujourd'hui il y a un pouvoir qui arrive, on sait où se trouve le curseur du développement et on dit voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où vous devez nous amener, ramener ces curseurs. C'est très important. Et ça, je pense que lorsqu'on parle de cette vision, ça va se traduire maintenant par cette indépendance mentale.
où chaque Congolais, les Congolais qui se trouvent au fin fond de la RDC, c'est ce que nous voulons devenir. Et c'est ce que les autres appellent une doctrine de développement qui réellement se cristallise dans la vie de chaque Congolais. Et je vais revenir parce qu'il y a... On va y revenir, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent madame, en ligne. Un point pour notre ami Évariste Kabamba qui est revenu un peu sur l'esprit tribal. Et aujourd'hui, il a parlé des 66 ans, il faut attendre. Vous savez, je vais vous lire un extrait du discours du roi belge. Et ça, je l'ai trouvé important. Il dit ceci dans son discours. Lors Vous allez rester devant votre micro. Lors de l'indépendance, il nous dira ceci. Il dit, vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre sans laquelle aucun régime démocratique ne peut subsister. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives, dit-il. Ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir mieux faire. L'indépendance nécessitera de tous les efforts et des sacrifices. Il faudra adapter les institutions à vos conceptions, à vos besoins, de manière à les rendre stables et équilibrées. Il faudra aussi former des cadres administratifs expérimenter, intensifier la formation intellectuelle et morale de la population, maintenir la stabilité de la monnaie, sauvegarder vos organisations économiques, sociales et financières. 66 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On va écouter aussi les auditeurs sur ce qu'ils en pensent. Victor Nzouzi nous attend depuis Mbanza-Ngungu. Est-ce qu'il est encore en ligne, Victor Nzouzi? Si vous êtes là, bonjour, prenez la parole. Victor Nzouzi, veuillez activer votre micro. Victor Nzouzi, vous êtes en ligne, activez votre micro et prenez la parole. Et s'il n'est pas là, on va passer à quelqu'un d'autre. Oui, Victor Nzouzi. Allez-y rapidement, essayez d'être bref pour laisser la parole. Oui, rapidement, je crois que c'est l'homme congolais, l'homme congolais. Vous savez, les locomotives, les leaders congolais. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo et dans une république, dans une démocratie, il y a des normes, la séparation du pouvoir. Avoir une planification. Vous vous imaginez, nous perdons chaque année, moi je suis agriculteur, je suis dans le domaine de l'agriculture, chaque année nous perdons 3 milliards de dollars pour acheter même l'huile de palme, acheter les carapaces, je ne sais pas des porcs, la graisse. 3 milliards de dollars, ça devait nous permettre nous-mêmes de construire le pont route rail. Ça devait nous-mêmes nous permettre de construire avec cet argent, de construire le port en eau profonde. Ça devait déjà nous permettre de construire une partie d'Inga. 3 milliards, seulement ce que nous perdons dans l'agriculture. Et si aujourd'hui nous formons l'homme congolais, où nous produisons, donc nous épargnons 3 milliards de dollars pour faire tout ce dont je venais de parler. Et demain, nous allons encore épargner 3 milliards de dollars pour investir dans la transformation des minéraux critiques dont on parle aujourd'hui. Mais tout ça, on n'a pas de vision, on n'a pas la formation. Nous nous comportons comme des mercenaires dans notre propre pays. Ceux qui volent, l'inversion des valeurs, c'est dans l'impunité totale. Donc, madame, si nous ne revenons pas hommes, parce qu'il faut faire le bilan, 60 ans après l'indépendance, aujourd'hui, il y a une partie du pays qui est ailleurs. Donc, nous sommes dans cette situation où, si on ne fait pas attention, ce pays sera émietté. La République démocratique du Congo, dans 10 ans, ne va plus exister comme à l'époque.
il y a des pays qui ont disparu, comme la Yougoslavie, hein, et nous pouvons aussi disparaître. Merci, si nous ne prenons pas conscience, merci, Victor, si nous ne devenons pas sérieux. Merci Victor Nzouzi. Il faut former l'homme congolais, c'est ce que nous retenons de votre intervention. Joël Mbombo nous appelle de Kananga. Bonjour. Activez votre micro, Joël Mbombo, et puis prenez la parole. Vous êtes en ligne, Joël Mbombo, veuillez activer votre micro. Sinon, nous passons à Maître Patrick Odia. S'il est, Joël Mbombo a ouvert son micro. On vous écoute, hein, Joël Mbombo, bonjour. D'accord, merci beaucoup, Madame Jocelyne. Je dois être bref. Hein. Bien sûr. Et surtout, quand vous avez essayé d'aborder ces sujets aujourd'hui, et surtout que en République démocratique du Congo, on a des soucis. Après 66 ans, moi, personnellement, je peux dire qu'on a réussi à garder le pays un individu malgré les guerres. On a aussi l'alternance. Mais pourquoi cet acquis politique ne s'est pas transformé en bien-être pour les citoyens? Alors, M. Bodom ou la rupture? Bon, moi, ici, à Kananga, 66 ans après, on exporte toujours les cuivres bruits et on importe même les cure-dents. Le vrai bilan, c'est qu'on est politiquement indépendant, mais économiquement dépendant. Quelle leçon tirez-vous de ça pour le cap 2060? Et alors, M. Bodom, comprenne-t-il l'État? Vous dites que l'État est une arme. N'est-ce pas notre plus grand échec? Ou bien, nous avons perdu 66 ans à subir au lieu de planifier. Comment on rattrape le temps perdu? Et on a des problèmes politiques du jour au jour. On parle de majorité de l'opposition. Merci Comment beaucoup. le pays peut changer? Merci beaucoup, alors, Joël Mbombo. Comment rattraper le temps? C'est la question que nous avons retenue pour notre invité. Et nous terminons cette dernière série de questions avec Maître Patrick Odia. Vous avez 1 minute, Maître Patrick Odia. Merci. En 1 minute, ce que je peux dire, par exemple, après 66 ans d'indépendance, Jocelyne Moussaou, je pense qu'il y a des leçons négatives, notamment la faiblesse institutionnelle. On a tendance à rendre les hommes plus puissants, plus forts que les institutions. Et je pense que c'est même la cause du malheur de plusieurs failles qu'on connaît également en RDC. Donc, un bilan mitigé, pas même mitigé, négatif même. Et s'il faut mentionner également des apports positifs, parce qu'il y a aussi des apports positifs, c'est peut-être, les rayonnements culturels. Vous ne pouvez que vous rendre au Cameroun. Nous qui avons la petite chance de voyager un peu par-ci par-là, Jocelyne, on a quel impact mondial de la musique et de l'art congolais. On vous dit vous êtes les sapeurs, on vous dit vous avez la bonne musique, Fali et les autres, Kofi et tout ça. En une phrase, Patrick Odia, malheureusement on est à la fin de l'émission. En une phrase, quelle est votre question à notre invité? Et puis on va lui accorder la parole pour répondre et conclure. L'apport de la jeunesse, c'est situé à quel niveau? Lorsque nous avons par exemple 60% de la population qui a moins de 25 ans, mais qui est chômeur, quel est l'apport de la jeunesse et que doit faire la jeunesse? Doit manifester? Merci. Merci Patrick Odia. Monsieur Bodom Matungulu, votre réaction par rapport à ces interventions et votre conclusion en même temps, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Merci beaucoup, madame. Il y a surtout Victor Nzouzi qui est revenu sur l'homme congolais. On a 30 secondes, 1 minute. 1 minute. En 1 minute, je vais vous lire juste un extrait du discours du 30 juin rapidement, s'il vous plaît, de Patrice Emery Lumumba, qui dit ceci: je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. En 1 minute, je dirais que pour rattraper ou bien ne plus gaspiller le temps, parce que ce que nous décidons aujourd'hui aura des conséquences. Soit nous allons créer ou faire enterrer la RDC que nous voulons en 2060. Le temps n'est pas neutre. Il obéit à ceux qui savent où ils vont. Nous devons aujourd'hui savoir où nous allons avec une vision, comme je l'ai dit, collective et partagée, mais qui doit être pilotée par des hommes. Pourquoi on parle de l'homme congolais
qui doivent être pilotés par une nouvelle génération. Et c'est pourquoi nous parlons qu'il faut que cette jeunesse puisse s'élever et arriver à se décider pour le Congo que nous voulons pour 2060. Merci beaucoup, monsieur Bodom Matungoulou, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été nombreux. En tout cas, très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Et bonne fête de l'indépendance à tous. Merci.